Brésil, Bolivie, Paraguay. Sur des millions d'hectares, la forêt amazonienne brûle depuis des semaines. Regardez ce qu'ils ont fait. Ça fait 2 ans qu'on cultive nos terres. Et ces vandales sont venus et ont mis le feu. Ils détruisent nos fleuves, nos terres et notre source de vie. 80% d'incendies de plus qu'en 2018. En pleine saison sèche, l'Amazonie part en fumée. Déforestée pour replanter du soja à perte de vue. En 40 ans, 20% de la surface de l'Amazonie a disparu. Et cela n'inquiète pas le président brésilien. Il y a des incendies de forêt dans le monde entier. Et cela ne peut servir de prétexte à d'éventuelles sanctions internationales. Je demande au monde entier, aidez-nous à destituer Bolsonaro de toute urgence. L'Amazonie, la plus grande usine à oxygène de la planète. Mais pour combien de temps? Nous devons répondre à l'appel de la forêt qui brûle aujourd'hui en Amazonie. À qui appartient cette forêt tropicale? Au monde entier ou à ces 9 pays colocataires? Et parmi eux, la France. L'Amazonie, c'est notre bien commun, puisque nous sommes amazoniens. La Guyane est en Amazonie. C'est le plus grand département français. La question de la valorisation de la Guyane est régulièrement posée. La France est-elle vraiment plus vertueuse que les autres riverains de la forêt? Comment traitons-nous notre part d'Amazonie? Je rentre un peu dans mon abatis là pour voir si c'est bien. Ah ouais, c'est bien sec en ce moment. Ouais, c'est super. J'ai bien coupé mon abatis. Je l'aime comme il est. Les arbres sont bien couchés. Ils ne sont pas l'une entre eux. Tu vois que c'est un beau abatis qui va bien brûler. Dans quelques jours, Marie mettra le feu à son abatis. Une culture ancestrale en Amazonie. Couper les arbres, les faire sécher plusieurs semaines, puis les brûler pour rendre la parcelle de forêt cultivable. Le feu, on le met au milieu pour venir sur la route. On met du gasoil. C'est préférence gasoil parce que l'essence, ça explose. Nous, ici, quand on met le feu, ça ne prend pas dans l'herbe frais, qui est toujours vert, ça ne rentre pas dedans. Dans cette forêt humide, le feu ne peut pas se propager hors de la parcelle soigneusement préparée. Ici, presque chaque famille possède son abatis dans la forêt. Nous, ici, il faut la terre brûlée pour planter. Et comme la forêt, quand c'est brûlé, il y a beaucoup de matière organique pour la terre pour planter. Parce qu'avec la terre brûlée, on ne met pas de produits chimiques dedans. À quelques dizaines de mètres de là, Marie possède un autre abatis. Cette parcelle a été brûlée il y a 10 mois à peine. Il y a les bananiers qui sont là. Et ici, c'est l'épinard.
Et là, le cali. Chez moi, je l'appelle oko. Ça, c'est le gingembre qui est là. C'est la fleur du gingembre. Derrière là, ça, c'est que le manioc qu'on doit faire du coq. Tout pousse ici. Nous, on n'a pas d'autres, disons, on n'a pas des choses qui ne poussent pas ici. Les seules choses que je peux dire qui ne poussent pas ici, c'est le raisin et les pommes. C'est eux seulement qui ne poussent pas ici. Mais tout ce que tu mets à terre, ça pousse. Ce verger fait 100 mètres de long sur 80 mètres de large. On est très loin de l'agriculture intensive brésilienne. L'Amazonie brésilienne, c'est 40 fois la taille de l'Amazonie française. Une forêt tropicale plus vaste et plus menacée. Son exploitation à grande échelle n'a débuté que très récemment. Historiquement, la colonisation de l'Amazonie brésilienne a commencé dans les années 70, où le mot d'ordre était une terre sans hommes pour des hommes sans terre. Ces bûcherons sont des pionniers. Hier, ici, c'était l'enfer vert. Demain, ce sera la grande route transamazonienne. En 1971, le pays mobilise 15 000 hommes pour une nouvelle conquête de l'Ouest. Une route de 5000 km qui unit l'Atlantique au Pacifique. La transamazonienne intégrera 60% du territoire national. L'Amazonie a de grandes richesses minérales et des bonnes terres cultivables. Plinio Ciste est le plus grand spécialiste français des forêts tropicales. Depuis 30 ans, il documente les bouleversements subis par l'Amazonie brésilienne. À partir de cette ouverture de routes, et c'est là qu'on commence à parler de l'Amazonie des routes, c'est développer une politique de déforestation pour principalement convertir la forêt en pâturage, parce que c'était la méthode de conversion la plus facile, parce qu'il y avait un véritable marché pour la viande, notamment bovine. Toute cette zone rouge, c'est la zone qui a été déforestée depuis les années 70, et en accumulant cette zone, ça représente 600 000 km², donc c'est un peu plus que la taille de la France. Les 2/3 des terres déboisées sont aujourd'hui occupées par des pâturages. En 30 ans, le Brésil est devenu le premier exportateur de bœuf. Près de 2 millions de tonnes qui nourrissent l'appétit des Chinois et des Européens. Même croissance spectaculaire pour le soja. La plante est la première culture à grignoter du terrain sur la forêt amazonienne. Pas d'industrie agroalimentaire dans notre part d'Amazonie. La terre est exploitée ici par les habitants de la forêt. Les fruits et les légumes cultivés par Marie dans son abatis traditionnel serviront à nourrir sa famille. Le surplus sera vendu aux habitants de sa commune, Maripasoula. Maripasoula, à l'est de la Guyane, est la plus grande commune de France. Elle s'étend sur 18 000 km², l'équivalent de toute la région picarde. C'est aussi la plus faiblement peuplée. 99% de son territoire est occupé par la forêt. Maripasoula est uniquement accessible par avion ou par pirogue via le fleuve Maroni, qui sépare la Guyane du Suriname. La majorité de la population de cette commune est Bushinengue, les habitants du fleuve et de la forêt.
chameaux paillés et piroguiers de profession. Tous les jours, il transporte des passagers sur les fleuves Maroni et Inini. Sa langue natale est le haloukou. Ouais, il y a carrément, il y a des poissons comme animara, piranha, il y a plein. La forêt amazonienne est sacrée à ses yeux et vitale dans son quotidien. La chasse et la pêche font partie intégrante de la culture des Bushinengue. Normalement, j'ai né ici, j'ai grandi ici. Ouais, je connais bien la forêt. Elle est belle, il y a beaucoup de viande, tout ça. Il y a des trucs dans la forêt pour faire tout. Pour les médicaments, ouais, pour fabriquer des maisons aussi. Si la forêt amazonienne de Guyane est aujourd'hui épargnée par les incendies, elle est en revanche victime des chercheurs d'or clandestins venus du Brésil. En ce moment-là, c'est compliqué pour trouver des viandes dans la forêt ici. Parce que les Brésiliens, ils mangent tout. C'est les orpariens, oui, des orpariens. Ils font tout dans la forêt, ils mettent tous les poubelles dans la forêt. C'est pas bon ça pour nous. Il y a des caches là. Il y a un véritable problème d'orpaillage. Orpaillage complètement illégal, avec beaucoup de violence. Qui aujourd'hui est vraiment problématique. Regarde, là, les ballots comme ça, qui sont cachés là. Il y en a encore là? Il y en a ici là? Et qui a des conséquences environnementales aussi très problématiques, non seulement de déforestation, mais d'accumulation de mercure dans les cours d'eau, qui s'accumulent également dans la chair des poissons, qui sont quand même consommés par beaucoup de populations amérindiennes en Guyane. Nous ici, on ne peut pas dire rien, on n'a rien ici pour protéger. C'est l'État. C'est l'État. Le plus haut représentant de l'État en Guyane, c'est le préfet. Là, vous avez la carte de la Guyane. C'est la taille du Portugal, 85 000 km². Donc vous voyez l'immensité de ce territoire. La déforestation due à l'orpaillage sur 20 ans, c'est 285 km² sur 85 000, largement moins d'1%. C'est un combat qui n'est certes pas gagné. On contient l'orpaillage sans parvenir durablement à le faire, l'orpaillage illégal j'entends, à le faire reculer. Mais c'est des moyens considérables et qui, en tendance, depuis 20 ans, se sont beaucoup améliorés. Au moment où on se parle, ce sont 600 militaires et gendarmes qui vont dormir en forêt. Alors certes, on peut sans doute toujours faire mieux, on peut toujours améliorer le dispositif, mais encore une fois, la comparaison sur l'orpaillage illégal est plutôt à l'avantage de la Guyane française, même si, encore une fois, c'est un fléau. L'autre fléau de la Guyane, c'est sa situation économique et sociale. Le chômage dépasse les 20% et atteint même les 70% dans la région de Maripasoula. La démographie est galopante. La population du département double tous les 20 ans. Difficile numéro d'équilibriste entre protection de la forêt et développement économique. La Guyane, c'est la forêt. La Guyane est verte et il ne saurait en être autrement. Il n'y a pas un Guyanais qui ne soit pas attaché viscéralement à sa forêt et à la qualité de cette forêt. Alors il faut la préserver sans la mettre sous cloche, parce que pour la préserver, il faut quand même aussi pouvoir l'exploiter de façon durable. C'est d'ailleurs la politique de l'État, et c'est pour ça d'ailleurs que cette forêt reste dans un état qui, comparativement avec ses voisins, est plutôt très bon. Pour protéger cette forêt amazonienne française,
L'État a créé en 2007 le PAG, le parc amazonien guyanais. Il s'étend sur un tiers du territoire. L'équipement de base quand on va en forêt, c'est essentiellement le sabre. Parce qu'on peut toujours être bloqué et ça c'est un peu notre survie. À partir de là, on rentre vraiment dans la forêt primaire. Une zone de 3,4 millions d'hectares, protégée de toute activité humaine. C'est le plus grand parc national français et même européen. Guillaume est le spécialiste de la biodiversité pour le parc amazonien. Il vit ici depuis 18 ans. C'est incroyable en fait la biodiversité de cet endroit. Rien qu'au niveau des oiseaux, c'est plus de 700 espèces. Là, ce qu'on vient d'entendre, c'est le paille-pailleux hurleur. On l'appelle aussi l'oiseau gendarme. Au niveau des arbres que vous voyez autour de vous, on peut compter jusqu'à 1200 espèces rien qu'en Guyane. Donc, je ne compte même pas sur l'ensemble de l'Amazonie. C'est plusieurs millions d'insectes aussi. Là, on en découvre tous les jours des espèces d'insectes. On a même ces dernières années réussi à découvrir des nouvelles espèces de mammifères. Pas beaucoup, hein, ça se compte à l'unité, mais c'est pour vous dire. Au prochain virage, on peut tomber sur des jaguars. Il y en a peut-être un ou deux qui sont en train de nous regarder là, avec leurs copains les pumas. La forêt amazonienne est le premier réservoir de biodiversité terrestre. Un écosystème qui joue un rôle majeur dans l'équilibre climatique du monde. La forêt amazonienne, la forêt guyanaise participe en fait au climat global du monde, à son équilibre général. C'est le poumon de la planète, hein, c'est effectivement une réserve de carbone, la plus grande du monde. Donc elle joue un rôle de réserve de carbone, c'est-à-dire que toutes les activités humaines, qu'elles soient industrielles ou alors d'élevage, etc., qui en fait envoient du carbone dans l'atmosphère. Le rôle en fait de toute végétation et notamment de la forêt amazonienne, ça va être de catalyser ce carbone et de manière à préserver en fait un équilibre dans l'atmosphère. Voilà, là on a devant nous ce qu'on appelle un lebiweko dans la langue bushinangé. En fait, si on a une blessure, si on s'est coupé, on peut récupérer des bouts d'écorce comme ça. Ça a un aspect cicatrisant, ça cicatrise les plaies. Voilà. C'est ça qu'on peut après appliquer. Un remède issu des traditions amérindiennes. Dans cette forêt amazonienne, d'innombrables plantes aux vertus médicinales. Un trésor pour la recherche pharmaceutique. Aujourd'hui, seuls 6% des plantes ont été étudiées. Quand la forêt amazonienne brûle, ce sont aussi les médicaments du futur qui disparaissent. La vérité, c'est que je suis catastrophé. Pour moi, ça a une mauvaise saveur de fin du monde, en fait. Je pense pas que ce qui se passe au Brésil pourrait arriver en Guyane. C'est trop humide, en fait, pour prendre feu. Telle que tu la vois là, la forêt ne peut pas prendre feu, en fait. Ici même, là, tu peux arriver avec un camion-citerne d'essence, ta forêt, ici, elle ne prendra pas feu. Ici en Guyane, on n'est pas dans des surfaces aussi importantes qu'au Brésil. On n'est pas dans la monoculture de soja, on n'est pas pour faire du biocarburant, soi-disant biocarburant ou des choses comme ça. Voilà, on est à des échelles beaucoup plus petites. Quelques centaines de kilomètres plus au nord, les bruits des tronçonneuses résonnent sous la canopée. Un géant tombe. La Guyane protège sa forêt, mais l'exploite également. La déforestation, liée à l'exploitation forestière en Guyane, c'est 3300 hectares de forêt par an.
C'est très peu à l'échelle du département, 0,04% du territoire. Une gestion planifiée et très encadrée. Alors c'est un grignon franc. Voilà, il va servir plus tard surtout pour faire de la planche de rive. Elle est vendue localement pour une très grande partie. Il y a des bois qui sont exportés effectivement, mais la plus grande partie sert au marché local. Une exploitation, c'est jamais sans impact, puisque de toute façon, on vient couper un arbre. Par contre, on fait en sorte que cet impact-là soit le minimum possible. Ça va être des prélèvements qui vont être très diffus, puisqu'on est un prélèvement autour de 5-10 hectares. 5 arbres par hectare. On coupe à une année donnée, et après, on n'y reviendra pas avant 65 ans. C'est des rotations globalement assez longues, mais qui sont nécessaires justement pour le renouvellement de la forêt. C'est vraiment pas du tout des coupes rases où on va tout couper, etc. Non, on a une gestion très patrimoniale de la forêt. Il faut que le prélèvement soit optimal de telle sorte à ce que le fonctionnement de la forêt reste un fonctionnement de forêt naturelle, qui va permettre justement à la forêt de se régénérer. 5 arbres par hectare, tous les 65 ans. C'est l'ONF, l'Office national des forêts, qui est en charge de contrôler ces exploitations forestières pour limiter leur impact sur l'écosystème de cette forêt amazonienne. Vous voyez donc la souche est là. Donc on est quoi? On a une trentaine de mètres du cloisonnement de la piste. Et donc là on n'est pas rentré du tout dans le peuplement, on n'a pas généré d'impact supplémentaire justement sur les arbres restant sur pied. Je vais venir l'accrocher avec le câble. Et le tirer avec le treuil pour le ramener vers le cloisonnement sans rentrer avec la machine dans le peuplement. Donc ça c'est vraiment ce qu'on appelle l'exploitation faible impact. Puis là c'est bien où il n'y a pas trop d'impact. C'est impeccable. Vu du ciel, il est presque impossible de voir l'impact de cette exploitation sur la canopée guyanaise. Là c'est bien parce qu'on est là au moment de l'exploitation, donc on voit encore les traces de passage des engins, etc. On revient dans l'année prochaine, déjà ça aura bien repoussé, et on revient dans 2-3 ans, vous voyez pas grand chose, et on revient dans 10 ans, la plupart des gens, on les emmène dans des zones qui ont été exploitées il y a 10 ans. C'est une forêt qui a été exploitée? Bah oui, elle a été exploitée il y a 10 ans. Ah bah ça se voit pas du tout quoi. La Guyane partage une frontière avec le Brésil, longue de 730 km. C'est la plus grande frontière commune de la France. Ici, c'est le fleuve Oyapock qui sépare les deux pays. Depuis 3 ans, ce pont relie le Brésil et la France. De part et d'autre du fleuve, cohabitent des petits villages amérindiens, les peuples autochtones, les premiers habitants de cette forêt amazonienne. Ils représentent aujourd'hui 5% de la population guyanaise, environ 10 000 personnes. La commune de Blondin, côté français, compte 60 habitants, tous de la même famille. Ce village au bord de l'Oyapock vit principalement de la pêche, de la chasse et de l'agriculture. Là, c'est la maison du chef du village, celle qui décide de tout. Et la manioc, il y a du canne à sucre qui est complet et surtout des bananes. Ici, il y a du wassail, mangue, manguier et coco aussi. La forêt guyanaise ne brûle pas. Mais lorsqu'Emmanuel Macron prend la défense de l'Amazonie brésilienne, les Amérindiens français y voient un double discours. Il y a une sorte d'incohérence là-dedans, c'est que il veut soutenir, entendre la parole des peuples autochtones en Amazonie brésilienne et bolivienne, mais ici, il n'y a pas d'avancée. Je veux dire, ça fait plus de 30 ans qu'on se bat pour récupérer un petit bout de nos terres. Ça va à pas de tortue.
Il y a 360 000 hectares qui sont dédiés à la mine, que ce soit des concessions, des permis d'exploration, d'exploitation ou bien des autorisations d'exploitation directement, quel que soit le régime. 36 000 hectares de forêt en Guyane, dédiés à la recherche de l'or. C'est 4% de la forêt amazonienne française. Les Amérindiens de Guyane refusent que leur forêt soit mise sous tutelle par la communauté internationale. C'est une forêt qu'on gère depuis des milliers d'années convenablement. Le fait de mettre ça sous une tutelle internationale, c'est une forme de néocolonialisme. Je suis désolé, mais c'est comme ça, je veux dire. Dans toutes les discussions autour de l'Amazonie, c'est toujours les plus grandes puissances qui en parlent, et tout en niant en fait cette gestion responsable qu'on a depuis toujours. On dénonce aussi bien le capitalisme, toute l'industrie minière, mais également le capitalisme vert qui des fois veut s'introduire, le greenwashing, les rachats de conscience. La Guyane représente à peine 2% de l'Amazonie. Mais tout autour, nos voisins la détruisent à un rythme effréné. La France saura-t-elle protéger ce patrimoine mondial et faire de notre part d'Amazonie un sanctuaire ?